Chahut Média. Non, évidemment, je ne suis pas raciste. Non, évidemment, vous n'êtes pas raciste. Tout ce que nous voulons, c'est défendre notre héritage. Me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. Soit les Suisses sont racistes et on suscite leur instinct raciste, soit ils ne le sont pas. Et alors à ce moment-là, on n'a aucune chance de susciter du racisme. C'est des gens qui ne le sont profondément pas. Je ne suis pas raciste. Je ne fais pas partie de ceux qui font campagne ou même qui gagnent leur vie sur ce sujet. Jean-Marie Le Pen. Pratiquement tout le monde se dit antiraciste. Les institutions, les associations, les éditorialistes, les politiques de tous bords. Et pourtant, les actes antisémites et islamophobes progressent en Suisse et en France. Les deux à la fois, depuis des années. Malgré les discours, les lois, les commémorations, quelque chose ne tient pas. Ce paradoxe, c'est le point de départ de ce deuxième épisode. Si ces racismes perdurent, malgré les bonnes intentions affichées, voire progressent précisément dans les sociétés qui se disent les plus avancées sur ces questions, c'est peut-être qu'ils sont alimentés. Alors dans ce cas, qui les nourrit ? Comment ? Dans quel but ? Et contre qui ? Juifs, musulmans, Tenir ensemble. Une série documentaire podcast produite et réalisée par Chahut Média, Carole Harari et David Brun-Lambert. conseiller scientifique, Jonas Pardo. Épisode 2, symétrie, asymétrie. D'abord, je ne travaille pas sur les actes, je travaille sur les opinions, les préjugés, et je ne travaille pas simplement sur les préjugés anti-juifs et anti-musulmans, sinon je n'arriverai à rien. Je veux dire, il faut comprendre les racines du rejet de l'autre. Nona Mayer, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de sociologie électorale, de l'extrême droite, du racisme et de l'antisémitisme. Et il y a des vieux travaux depuis les années 50 aux États-Unis, Adorno et la personnalité autoritaire, il avait mis en lumière quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait une connexion entre les préjugés. Et que ceux qui avaient tendance, pour aller vite, à ne pas aimer les juifs, avaient tendance à ne pas aimer les arabes, les noirs, les roms, voire une minorité imaginaire qu'on glisse dans le lot. Il y a des gens qui sont centrés sur mon groupe d'appartenance, les miens. Et je me méfie, je ne hais pas nécessairement, c'est pas nécessairement de la haine, mais je me sens pas tout à fait à l'aise avec l'autre. Et Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue, l'avait très bien décrit, l'ethnocentrisme, une espèce de frisson, de répulsion envers des manières de vivre, de croire et de penser qui me paraissent étrangères. Ça consiste à essentialiser. La science nous dit qu'il n'y a pas des races génétiquement supérieures ou inférieures, mais le racisme dans les têtes, il est toujours là. Et le racisme, il consiste à recréer des races, c'est-à-dire à considérer que l'autre, je ne vois pas une personne en face de moi, je vois un groupe. Je n'aime pas le juif, je n'aime pas les juifs, je n'aime pas les musulmans, je n'aime pas les roms. Et c'est leur dénier, leur qualité d'être humain, leur qualité de personne, c'est ça le racisme. J'ai construit pour la première fois en 2008, et depuis on l'a reproduit chaque année, un indice longitudinal de tolérance qui cumule environ 70 séries de questions posées dans le baromètre de la CNCDH depuis 1990. Vincent Tibéry, politiste, professeur de sociologie politique à Sciences Po Bordeaux. Quand on prend cet indice, on constate que finalement, la société française est plus tolérante aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 80. Sur le droit de vote des étrangers, sur le fait que les juifs soient des Français comme les autres, le fait que les enfants d'immigrés soient des Français comme les autres, le fait que les musulmans, les maghrébins, les noirs ne forment pas des groupes à part. Ces questions de long terme nous donnent le portrait d'un pays qui est plus ouvert qu'il ne l'était. Il y a bien sûr des hauts et des bas, ça va dépendre effectivement des moments dans l'histoire politique française, mais il progresse parce que le niveau d'éducation s'élève. Il progresse surtout parce qu'il y a un renouvellement générationnel. C'est-à-dire que les générations qui nous quittent sont aussi les plus conservatrices sur ces questions. Et elles sont remplacées par des nouvelles générations qui leur sont diamétralement opposées. C'est-à-dire que plus une cohorte est récente, plus elle est ouverte culturellement. Du point de vue des mesures d'opinion, le constat est clair. Globalement,
la tendance dans la société française est à une diminution de l'intolérance. Donc, les préjugés baissent, mais les actes augmentent. Et voilà le paradoxe. La société dans son ensemble est de plus en plus tolérante, mais au sein de cette société, un groupe minoritaire, à l'inverse, l'est de moins en moins. Et ce groupe semble de plus en plus passer à l'acte. Alors comment expliquer ça ? Dans le débat public, 2 théories dominent. Une à droite, une à gauche. Elles s'affrontent en permanence. Et pourtant, elles ont quelque chose en commun. La première théorie qu'il faut décrire, qui est hégémonique aujourd'hui et qui est partagée dans un espace politique, on va dire, du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite, c'est la thèse du nouvel antisémitisme. Jonas Pardo, directeur de l'association Boussole Antiraciste et formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Cette théorie, elle affirme que l'antisionisme serait la forme réinventée de l'antisémitisme et qui serait propagé par les arabo-musulmans, qui serait soutenu par les gauches. Cette théorie telle qu'elle s'affirme, ce que ces acteurs ont en commun, c'est d'abord le déni de ce que vivent les musulmans en France. On le voit par exemple dans l'appel contre le nouvel antisémitisme publié après l'assassinat de Mireille Knoll. Il commence en disant que l'islamophobie est un terme inventé par les islamistes et qu'il sert à recouvrir une critique qui serait légitime de l'islam. Donc ça commence par une mise en concurrence, cette théorie-là. Problème, cette thèse, elle dit de manière explicite que l'antisémitisme aurait changé de camp et que l'extrême droite ne serait plus antisémite. Donc, on voit comment cette accusation d'antisémitisme faite aux musulmans, elle participe de la normalisation du Rassemblement national. Ça, c'est le discours qui domine à droite et au centre. Mais à gauche, on explique autre chose, une autre théorie. Donc ça, c'est la première théorie, la thèse du nouvel antisémitisme, auquel une partie des gauches répond par une autre théorie que j'appelle la théorie de la substitution et du ricochet. Elle dit que l'antisémitisme, c'est pas vrai, n'existerait plus, et il aurait été substitué par l'islamophobie. Donc lui aussi, dès le début, il formule une mise en opposition, une mise en concurrence des souffrances, une mise en concurrence des luttes antiracistes. Et dans cette idée de substitution, on a tout un tas d'arguments très fallacieux. Les musulmans seraient les juifs d'hier. Dans l'antisémitisme, le signifiant sémite ne désignerait plus les juifs, mais les musulmans, qui sont uniquement des arguments rhétoriques, mais qui ne désignent pas une réalité empirique, parce qu'il n'y a pas annulation de l'un par l'autre, il y a superposition en réalité. Et surtout, on ne comprend pas ce besoin de mettre en concurrence. Le but de l'antiracisme, ce n'est pas savoir qui est la plus grande victime. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de victimes. Et la théorie de la substitution formule l'idée d'un remplacement de l'islamophobie par l'antisémitisme. Et ensuite, elle explique les actes anti-juifs par cet effet ricochet. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que les juifs vivraient bien des violences, mais pas en tant que juifs, mais en tant que supposés représentants d'Israël. Alors certains le déplorent et disent c'est dû à une confusion, des amalgames, c'est dû au fait qu'on confonde juifs, sionistes, israéliens, tandis que d'autres le revendiquent et disent que les actes anti-juifs seraient des actes anticoloniaux. Ce qu'ils proposent, eux, c'est que les juifs prennent leur distance vis-à-vis d'Israël et que, d'après eux, si les juifs condamnaient Israël, les institutions juives, mais les juifs eux-mêmes, alors il n'y aurait plus d'actes anti-juifs. Cette dernière théorie, en pratique, fait des juifs les responsables de leur propre agression. Mais si les juifs rejetaient Israël, est-ce qu'il y aurait vraiment moins d'antisémitisme ? On va voir que rien n'est moins sûr. L'explication du constat paradoxal rencontre donc 2 théories qui mettent en concurrence antisémitisme et islamophobie. Une minorité est décrite comme victime et l'autre comme bourreau. Les 2 théories construisent 2 camps, et entre les 2, plus rien, pas de débat. C'est ce qu'on a vu à la Maison Rousseau ce soir de mars. Et c'est ce qui se joue en plus grand dans le débat public aujourd'hui. Parce que ces théories ne tournent pas en boucle toutes seules, il y a des personnes qui les portent, à droite, à gauche, dans les médias, sur les plateaux télé. Pour Milo Lévy-Bruhl, ce qui se joue dans les mises en concurrence tient à une stratégie politique
le populisme. Alors c'est quoi ? C'est la mise en opposition entre le peuple, supposément authentique, et des groupes minoritaires accusés de le corrompre et de le mettre en danger. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux tendances au sein du majoritaire, qui sont ce qu'on appelle les tendances populistes, donc, qui prennent deux formes. Une forme à l'extrême droite, une forme à gauche. Milo Lévy-Bruhl, philosophe politique, spécialiste de l'histoire juive et du socialisme français. Dans les deux cas, le populisme, c'est ça, c'est jouer la majorité contre un sous-groupe, contre un groupe minoritaire. Les 99% contre les 1%, etc. C'est ça la logique du populisme. Dire que la vérité des 99% est entravée par l'action néfaste d'un groupe qui est minoritaire, donc il est illégitime dans son action, mais il est là, c'est ce qui entrave que le groupe soit fidèle à lui-même, qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, etc. Bon. À l'extrême droite, ce sous-groupe-là, donc qui entrave, qui fait obstacle à la félicité, à la prospérité, etc., c'est les étrangers, et notamment les étrangers musulmans, ou les musulmans étrangers de deuxième génération. Voilà. Plus c'est confus, mieux c'est. Une mécanique à droite, une mécanique à gauche. La gauche, on y reviendra. Mais pour l'instant, voyons ce que ce populisme de droite fait aux musulmans. L'islamophobie, dans sa forme la plus exacerbée aujourd'hui, qui est représentée par exemple par Éric Zemmour, elle résonne en termes d'ère civilisationnelle. Et donc elle dit les musulmans de France doivent retourner dans leur ère civilisationnelle. Et une fois qu'ils seront dans leur ère civilisationnelle, on sera ère civilisationnelle contre ère civilisationnelle, chrétien contre musulman, comme on l'a toujours été, et c'est ça qui est dans l'ordre des choses. L'extrémité de la politique islamophobe envisagée aujourd'hui, c'est pas l'extermination. Et c'est pas non plus, comme, je sais pas, le régime de Vichy, l'ostracisation juridique et sociale. L'extrémité envisagée et revendiquée, c'est la remigration, qui est une politique particulière et qui en fait est liée à cet imaginaire du groupe. Et donc en fait la remigration, c'est les entités de la civilisation antagonique qui sont sur l'ère civilisationnelle chrétienne doivent retourner dans l'ère civilisationnelle à laquelle ils appartiennent. Donc évidemment tout ça est totalement délirant intellectuellement au regard de ce que sont les musulmans en France aujourd'hui, il faut le dire, et criminel politiquement. Mais c'est important, je pense, de comprendre comment ces délires-là se construisent, sur quelle base de compréhension du groupe antagonique ils se construisent. Et en fait, c'est pas gratuit, c'est pas comme ça par hasard que les Juifs en Europe, soit on les ostracise complètement, soit on les extermine, et les musulmans, c'est autre chose. La migration, c'est autre chose. Il y a une inventivité dans la persécution, là. Et en fait, elle est liée à cette physionomie projetée sur le groupe. Cette stratégie de l'extrême droite, faire des musulmans une menace pour la civilisation, s'appuie sur un argument souvent répété, que les musulmans seraient particulièrement antisémites. Vraiment ? Quand on prend le prisme politique, on voit qu'effectivement, l'antisémitisme va rejoindre deux autres manières de cibler les musulmans autour de l'homophobie, autour des rapports de genre. Vincent Tibéri. Avec cette idée que, effectivement, le principal ennemi des femmes, des juifs, des homosexuels, ça serait les musulmans en général. Et donc, effectivement, c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau, et c'est la transformation du discours de l'extrême droite et de la partie conservatrice du champ intellectuel dans les années 2000. Et là, les Juifs jouent un rôle, mais comme beaucoup d'autres, je veux dire, là, de ce point de vue-là, les Juifs sont plus instrumentales, mais de second degré, c'est-à-dire l'antisémitisme que subissent les Juifs est un des éléments qui permet d'affirmer que les musulmans sont étrangers au peuple. L'antisémitisme que subissent les Juifs, c'est omniprésent dans la rhétorique du Rassemblement national, mais comme pour les Juifs ou les homosexuels, voilà, ces groupes minoritaires-là, allez leur demander ce qu'ils vivent et vous allez voir si les musulmans peuvent être français. Voilà, c'est ça la logique argumentaire. Un bon musulman, comme un bon catholique, comme un bon protestant, comme un bon sikh, comme un bon tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui pratique la religion dans la sphère privée. En Suisse, on retrouve la même mécanique. L'UDC, premier parti d'extrême droite du pays, n'a cessé de désigner les musulmans comme menace.
Initiative contre les minarets votée en 2009, initiative anti-burqa en 2021, toutes deux entrées dans la Constitution. Et puis en mars 2024, quand le Conseil national vote une motion pour un plan d'action contre l'antisémitisme, l'UDC vote contre. On le comprend, ce parti qui se présente officiellement comme rempart des Juifs, quand il s'agit de cibler les musulmans, n'a aucun intérêt à ce qu'on combatte sérieusement l'antisémitisme. À gauche, la lutte contre l'islamophobie est revendiquée, et cela est légitime. Pour l'antisémitisme, c'est plus compliqué. Il circule à gauche à travers une rhétorique précise. Milo Lévy-Bruhl en propose une analyse à partir des prises de position publiques de la France insoumise. Et de l'autre côté, de plus en plus, il y a aussi la mise en accusation d'un groupe, mais cette fois-ci les Juifs. Milo Lévy-Bruhl. Quand Mélenchon dit que la vérité du peuple français, c'est la nouvelle France issue de la créolisation, et qu'il explique que si Zemmour s'oppose à la créolisation, c'est parce qu'il est juif, bon, là je pense que ça ne fait pas de doute du tout que le groupe qui est opposé à son projet de totalité, de la France qui serait enfin ce qu'elle est, là, c'est les Juifs. Et je pense même que dans le surinvestissement de la cause palestinienne, de la manière dont il l'a fait, parce que le surinvestissement de la cause palestinienne, moi je le comprends complètement par ailleurs, mais de la manière dont il l'a fait, et dont l'a fait la France insoumise, était sur un mode où la vérité de ce qu'est la France, le message universel qu'elle aurait toujours porté, on était dans l'idéalisme pur, c'est comme si la France n'avait pas une réelle politique en permanence, etc., sur tous les sujets, sur toutes les interactions, dans tous les conflits, etc. Non, là, il y avait la vérité de ce qu'aurait pu être la France, la manière dont elle aurait pu porter le message universel. Ici, c'était là qu'était vraiment l'enjeu pour elle de montrer au monde ce qu'elle était, était entravé par l'influence sioniste, en fait. Voilà. Donc, l'influence sioniste, très vague, devenait ce qui empêchait, encore une fois, la France d'être elle-même. Et donc, le majoritaire de se reconnaître comme majoritaire et de s'exprimer comme majoritaire. Donc, le juif et le sioniste, avec toute la perméabilité entre ces deux figures-là, ont été de manière criante et très inquiétante dans la séquence après le 7 octobre jusqu'à maintenant, en réalité. La minorité, les formes d'une minorité qui empêchaient la France d'être elle-même. Donc, le majoritaire d'être lui-même. Ici, une précision s'impose. La France insoumise conteste toute lecture de ce type et se défend de tout antisémitisme. Reste que ce que décrit Milo n'est pas propre à la France. Dans les gauches européennes, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, on retrouve la même difficulté à tenir les deux combats ensemble. On voit un ensemble de discours complètement symétriques sur ces questions qui sont très perturbants. Jonas Pardo. D'abord, la dénonciation de l'instrumentalisation. On l'observe, la gauche dénonce beaucoup l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme en disant que ce serait un moyen d'empêcher de recouvrir la critique d'Israël. Et on voit à droite beaucoup des acteurs dénoncer l'instrumentalisation de l'islamophobie, que ce serait un outil de l'Iran ou des islamistes pour empêcher toute critique de l'islam. C'est incroyable comme symétrie en réalité. Les deux côtés refusent de considérer la réalité de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les gens qui se font insulter, agresser, exclus, discriminés, et préfèrent dévier la discussion sur des enjeux sémantiques ou conceptuels. À droite comme à gauche, on peine à voir s'il s'agit d'une stratégie ou d'un aveuglement. Mais dans les deux cas, beaucoup se joue autour de quelques mots: sionisme, antisionisme, antisémitisme. Des mots qui ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Alors à présent, on va les confronter, ces mots. D'abord ces deux-là, sionisme et antisionisme. Le sionisme, c'est quoi ? C'est l'idée selon laquelle Israël a le droit d'exister comme État. Mais derrière ce mot unique se découvrent plusieurs sionismes et autant de définitions. Il y a des sionistes de gauche qui défendent la création d'un État palestinien voisin de l'État juif, et puis il y a des sionistes d'extrême droite qui refusent cette option. Ce qui divise ces deux camps, ce n'est pas si Israël doit exister, c'est comment. L'antisionisme à présent. Alors ici, on parle de quoi ? De l'opposition au projet sioniste. Mais là encore, se découvrent plusieurs antisionismes. Comment les distinguer ? Voyons voir.
Proclamer, par exemple, « Je suis contre la politique de Netanyahou », est-ce de l'antisionisme ? Pas au sens strict. Et ce n'est pas non plus antisémite. Et si l'on parle d'antisionisme palestinien ? Là, on est face à une opposition nationaliste légitime et non face à un antisémitisme. On pourrait en rester là. La linguiste Laura Calabrese le relève. Dans le débat public, ces mots fonctionnent rarement de façon aussi nette. La limite entre l'antisémitisme et l'antisionisme, il faut l'aborder de manière froide. Il faut voir où se situent les instrumentalisations. C'est un débat qui est d'ailleurs très intéressant, mais qui est truffé de pièges. Le premier piège consiste à penser que l'antisionisme ne peut pas être antisémite, qu'il est par essence vertueux, et pourtant il y a des discours antisionistes qui mobilisent des tropes antisémites, à commencer par le discours stalinien, mais que l'on voit se répercuter aujourd'hui. Alors le deuxième piège consisterait à penser que l'antisionisme est toujours antisémite, et là on en vient aux instrumentalisations de l'extrême droite, ce qui est un non-sens parce que l'idéologie antisioniste n'a pas du tout la même origine intellectuelle, la même filiation que l'antisémitisme. Donc là, il y a beaucoup de discours antisionistes qui ne contiennent aucun trope antisémite. Et le troisième piège, c'est de penser que les notions d'antisémitisme, de sionisme et d'antisionisme sont des notions qui sont très claires. En ce qui concerne les instrumentalisations par l'extrême droite en Europe, aux États-Unis et en Israël, alors moi, je dirais, ça dépend des énonciateurs. On est devant un gouvernement d'extrême droite qui est suprémaciste et religieux. Je veux dire, ils ont perdu toute crédibilité pour accuser qui que ce soit d'antisémite. Le premier piège, dont vient de parler Laura Calabrese, croire que l'antisionisme ne peut jamais être antisémite. Or, il l'est parfois. Sur ce point, Jonas Pardo. Les Juifs sont, dans ces cas-là, sont accusés d'être complices ou complaisants envers les crimes que commettrait l'armée israélienne envers les Palestiniens. Ça, on le voit beaucoup dans les mobiles des agresseurs, que ce soit Mohamed Merah, le tueur des enfants aux Aratora en 2012, il explique qu'il vient venger les enfants palestiniens. C'est le cas en 2024 de ce Papi Marco, comme il est décrit dans les médias, qui se fait rouer de coups à la sortie de la synagogue et son agresseur lui dit « Tu tues des Palestiniens ». Or, Papi Marco ne tue pas de Palestiniens, et c'est pas vrai. Donc ça a plus à voir avec l'antisémitisme que la solidarité internationale. Cette histoire, je crois qu'on peut le dire. Ce mobile revient à de nombreuses occasions, que ce soit lors de la tuerie de l'hypercachère, port de Vincennes en 2015, ou lors du viol de Courbevoie, qui se présentait comme un acte punitif en raison de ce que feraient les Juifs au Moyen-Orient. Autrement dit, les crimes d'Israël servent de mobile justifiant les passages à l'acte contre les Juifs. Et cela n'a pas lieu qu'en France. En mars 2024, un homme juif a été poignardé à la sortie d'une synagogue à Zurich. Il a failli laisser la vie. Mais ça prend aussi la forme d'antisémitisme du quotidien, sous forme d'injonction faite aux Juifs. Vous devez donner des gages, vous devez vous positionner sur le conflit israélo-palestinien, ce qui prend aussi la forme d'une assignation identitaire. On l'avait laissé de côté dans le premier épisode, mais c'est le moment d'en parler. Voilà ce qu'est l'antisémitisme lié au conflit. Des Juifs pris pour cible, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Un homme qui sort de la synagogue devient ainsi responsable de ce qui se passe à Gaza. Mais attention, dire qu'il y a un antisémitisme lié au conflit ne veut pas dire que toute critique d'Israël est antisémite. Et ce serait le deuxième piège pointé par Calabrese. Et si l'on se penche sur ce que les données peuvent nous apprendre, eh bien on découvre autre chose encore. On pourrait dire que si on est antisioniste, on est nécessairement antisémite. Et le fait est que dans les données qu'on a et qu'on traite, Nona et moi, c'est pas ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que ça n'a rien d'automatique. Vincent Tibéri. On a même des cas très intéressants de gens qui sont favorables à Israël d'un côté et qui ont des préjugés antisémites de l'autre.
C'est-à-dire que le soutien à Israël n'empêche pas un certain nombre de préjugés. Et de la même façon, on constate notamment à gauche, pas partout, et puis il y a des tensions en interne, mais on constate que à gauche, le rejet d'Israël est plus fort aujourd'hui, et dans le même temps, c'est parmi ces électorats-là qu'on a le plus de rejet des préjugés antisémites. Et donc, ça se décline encore un peu différemment chez les Français d'origine maghrébine et africaine, chez les musulmans, où là, effectivement, certains pourraient correspondre au schéma de Taguieff, mais c'est pas tous. Et c'est bien l'enjeu. En fait, le travail qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'effectivement, il y a des tensions. Quand on parle de nouvel antisémitisme, effectivement, il y a une forme de réalité, même si pour moi, ça continue à être un antisémitisme finalement moins prévalent dans la société française que les vieilles formes d'antisémitisme. Mais ce que j'essaye de dire dans le même temps, c'est que penser que tous les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, sont antisémites, ou tous les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, rejettent Israël et sont antisémites, c'est un mécanisme complètement à côté de la plaque. Et qui en plus ne permet même pas de comprendre la diversité de ce que c'est que d'être musulman, que ce que c'est que d'être d'origine maghrébine et africaine, que ce que c'est effectivement de réfléchir à ces questions. Et avec le conflit au Proche-Orient, c'est très compliqué parce qu'il y a une articulation entre critique d'Israël, critique du sionisme, et rejet des Juifs en tant que tels. Nona Mayer. Nous, on a les moyens de le distinguer avec nos enquêtes annuelles à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, parce qu'on a d'une part des questions qui nous permettent de repérer les vieux stéréotypes. Les Juifs ont trop de pouvoir, ils ont un rapport particulier à l'argent, ils forment un groupe à part. Pour eux, Israël compte plus que la France. Ce genre de vieux stéréotypes forment une très belle échelle d'attitude. Ça veut dire qu'ils sont très corrélés entre eux. Mais avec tout en haut, les Juifs ont trop de pouvoir. Ceux qui sont tout à fait d'accord, ils auront tendance à accepter tous les autres stéréotypes antisémites. Et ça nous donne un très bel instrument de mesure. Ça, c'est le vieil antisémitisme. À côté de ça, on a des questions très soft sur l'image d'Israël avec d'autres pays, l'image de la Palestine. Et puis, qui porte le plus de responsabilités dans la prolongation du conflit ? Les Israéliens, les Palestiniens, ou autant l'un que l'autre. Et ce qui est assez fascinant, c'est que autant le conflit israélo-palestinien sert de détonateur, très manifestement, aux actes antisémites, dans l'opinion, c'est très loin des préoccupations quotidiennes. La question sur la responsabilité dans le conflit de Gaza, vous avez entre 2/3 et 3/4 de gens qui soit ne répondent pas à la question, disent « je sais pas », ou qui disent « ils sont autant responsables l'un que l'autre ». Il y a une lassitude à l'égard de ce conflit et de sa durée, et le sentiment que les deux sont aussi responsables l'un que l'autre. Quant à l'image de la Palestine et d'Israël, elle est de plus en plus mauvaise, mais elle est à peu près aussi mauvaise dans les deux cas, sauf que maintenant, ces dernières années, l'image d'Israël tend à être un tout petit peu plus mauvaise. Mais je veux dire, il se passe quelque chose, et là encore, à ces questions sur l'image d'Israël et de la Palestine, on a plus de 40% de gens qui ne se prononcent pas. Autrement dit, le conflit israélo-palestinien n'est pas le moteur des préjugés envers les Juifs. Alors si on met dans une belle enveloppe de tous ces préjugés, image négative d'Israël, attribution à Israël exclusivement de la responsabilité du conflit, et les vieux stéréotypes, alors on fait des stats, et dans les stats, on essaie de comprendre la logique, l'articulation entre les préjugés. On a une première dimension qui est très nette, c'est le racisme anti-juif, mais on n'aime ni les Palestiniens, ni les Israéliens, ni les Juifs. Et ensuite, quand on pose les autres questions, on n'aime pas non plus les autres minorités. Là, il y a un très bel axe, un premier axe de racisme, d'antisémitisme, mais qui est très connecté avec le racisme traditionnel. Et ce qui structure cet acte, c'est pouvoir, argent. Israël, Palestine, c'est tout en bas. Ça compte presque pas. Il y a un deuxième axe qui me fait rentrer dans ce débat autour du nouvel antisémitisme et du vieil antisémitisme. Ce sont des personnes qui critiquent Israël, qui ont une mauvaise image d'Israël, plutôt une bonne image de la Palestine, quoique pas très, mais surtout, elles n'adhèrent pas aux vieux stéréotypes anti-juifs. Et le profil de ces deux groupes, le premier axe et le deuxième, il est très différent. Sur le premier, ceux qui détestent tout le monde pour aller vite, c'est plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes sans diplôme, plutôt des personnes proches de la droite ou de l'extrême droite. Le deuxième, c'est plus jeune, plus instruit et plus à gauche. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que ceux-là, eh bien, ils sont critiques d'Israël sans être antisémites au sens de pouvoir, argent, etc. Ce
Ce qu'observent Vincent Tibéri et Nona Meyer, c'est qu'il existe un lien statistique entre pratiques religieuses chrétiennes ou musulmanes et adhésion aux préjugés antisémites. Mais ce lien n'est ni automatique ni majoritaire. Faire des musulmans les porteurs naturels de l'antisémitisme contemporain, c'est une généralisation que des données sérieuses ne soutiennent pas. Maintenant, il faut dire une bonne fois pour toutes cette vérité. Être victime d'un racisme ne protège pas d'en exercer un autre. Par exemple, un juif qui subit l'antisémitisme peut très bien tenir des propos islamophobes. Et un musulman victime d'islamophobie peut nourrir des préjugés antisémites. Et ici, cette précision, quand on dit antisémitisme chez les musulmans, de quoi parle-t-on exactement ? Oui, je crois que c'est exactement l'enjeu. Donc, d'un côté, d'être très clair que l'antisémitisme existe dans tous les pans de la population suisse, et ça inclut aussi les musulmans. Amir Diri, docteur en théologie, directeur du Centre suisse Islam et Société, Université de Fribourg. Et de l'autre côté, éviter donc des généralisations, des stigmatisations en disant par exemple les musulmans sont nécessairement, automatiquement des antisémites, ou de faire un lien par exemple entre origine nationale ou appartenance religieuse ou culturelle et antisémitisme. Et je crois dans ces derniers temps, il y a aussi un discours bien différencié sur ce phénomène-là, donc d'attester de manière très claire que l'antisémitisme est aussi un phénomène qui concerne les pans de population musulmane, et de se demander après quelles sont les raisons, quels sont les facteurs, quelles sont les narrations qui sont mobilisées pour mieux comprendre, et après aussi pour mieux pouvoir contester un antisémitisme qui se produit peut-être dans une socialisation spécifique, donc notamment musulmane. Et comme j'ai dit, donc de l'autre côté, d'éviter chaque forme de stigmatisation ou de généralisation. Et le débat sur les termes, il est en fait un résultat de cet essai, cette tentative de bien distinguer. Si on parle par exemple de antijudaïsme islamique, et on comprend par antijudaïsme donc une canonisation dans la littérature religieuse musulmane de certaines narrations qui sont anti-juives. Là, on peut bien justifier de parler de antijudaïsme islamique. Si on parle de antisémitisme islamique, on prétend que l'antisémitisme fait nature de l'islam, en fait. C'est un part essentielle de l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui est refusé par beaucoup de chercheurs. Cette distinction, anti-judaïsme islamique versus antisémitisme islamique, eh bien l'islamologue Meir Baracher la formule avec précision dans son livre « Les Juifs dans le Coran ». Aucun texte, a fortiori un texte religieux souvent difficile comme le Coran, ne se donne à lire de manière absolue, et le sens qu'on en retire dépend beaucoup du contexte que l'on prête à ces versets. Certaines phrases à fort potentiel polémique, prises isolément, se voient ainsi neutralisées quand elles sont ramenées à un contexte historique précis. À l'inverse, des versets dont l'interprétation traditionnelle a toujours cherché à éclaircir le contexte deviennent explosifs quand ils sont sciemment décontextualisés pour être brandis contre les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui. Les polémistes anti-musulmans, quand ils appellent à la suppression, bien à l'obsolescence théologique de certains versets du Coran, font en réalité le jeu des islamistes en accréditant l'idée que le Coran aurait un sens univoque et clair. Meir Baracher, Les Juifs dans le Coran, pages 85 et 86. Lire sans le contexte, c'est se condamner au malentendu. Ça vaut pour le Coran, ça vaut aussi pour les mots qu'on emploie tous les jours dans le débat. Rappel des 2 premiers pièges identifiés par Laure Calabrese. 1. Croire que l'antisionisme est par essence vertueux. 2. Croire qu'il est toujours antisémite. Reste le 3e, peut-être le plus retors. Les mots eux-mêmes
ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Jonas Pardo le constate en formation chaque semaine. Deuxième problème, penser que tout antisionisme est antisémitisme. Ça m'embrouille la tête, mais penser que tout antisionisme est antisémitisme. Il ne faut pas croire que les définitions de sionisme et d'antisionisme sont consensuelles. Il n'y a pas de consensus sur ce que veulent dire ces mots. Moi, je le vois très bien en formation. J'ai mes stagiaires, dans des sessions, se disent à 100% antisionistes. Et quand je leur demande, mais ça veut dire quoi ? J'en ai 7 sur 10 qui me répondent « Je suis contre Netanyahou. Netanyahou, c'est le sionisme, donc je suis antisioniste. » Mais je fais « On est d'accord. C'est plutôt sain d'être contre Netanyahou, je trouve. » Et on n'a pas la même définition du mot, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. On travaille là-dessus, qu'est-ce qu'il veut dire, comment il peut être perçu, et on arrive à s'entendre et à comprendre le débat public. Le problème, c'est que lorsqu'on dit à cela « L'antisionisme est une forme d'antisémitisme », ce qu'ils entendent, c'est que critiquer Netanyahou, ce serait de l'antisémitisme. Certains le disent explicitement d'ailleurs. Et donc, conclusion logique, l'antisémitisme n'existe pas, il serait résiduel, c'est un moyen qu'on a inventé pour nous empêcher de critiquer Israël. Et là, plus personne se comprend. Les dynamiques des racismes ne sont pas les mêmes. Ça ne s'exprime pas de la même manière. Dès lors, on rentre dans des espèces de débats qui n'ont aucune possibilité de résolution. Est-ce que tu préfères te faire péter la gueule à la sortie de la synagogue ou est-ce que tu préfères n'avoir pas accès à un appartement ? Ce débat n'a aucune chance d'être résolu, n'apporte rien. Et c'est dans ces termes-là qu'il est mené. Toutes ces nuances, nécessaires, difficiles à tenir, sont précisément ce que le débat politique refuse. Et depuis le 7 octobre, ce brouillage profite à des camps bien précis. Nona Meyer. Oui, un sujet important, c'est l'instrumentalisation de ces préjugés. Et aujourd'hui, dans le contexte post-7 octobre, il y a une instrumentalisation croisée du côté de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême gauche. Être du côté des Palestiniens, aujourd'hui, une bonne partie de la jeunesse est du côté des Palestiniens, comme hier, sur les campus américains, ils étaient au moment de la guerre au Vietnam, contre l'impérialisme américain. Je veux dire, c'est quelque chose. Une chose, et de là à mettre au cœur du débat lors des européennes la question palestinienne, la kéfier autour du coup de Rima Hassan, c'est peut-être aller un peu loin dans un sens, mais en tout cas, peu importe, on sent bien que là, il y a la tentation de mobiliser un électorat des quartiers et un électorat qui peut être en large part musulman, pas seulement, mais il y a une instrumentalisation. Et nous, on voit déjà dans nos enquêtes de la CNCDH, depuis quelques années, monter chez les sympathisants de LFI, alors c'est des tout petits nombres, mais monter l'adhésion aux vieux stéréotypes antisémites. Donc, une chose est de dire il faut défendre le juste combat des Palestiniens, une autre est d'adhérer aux stéréotypes sur le pouvoir et l'argent. Or, à notre surprise, au fond, on a vu monter cela au cours des dernières années. Et on arrive à une situation à front renversé où Marine Le Pen en profite et se présente comme le rempart des Français juifs contre la menace islamiste, ce qui est quand même un peu une aberration de l'histoire. Antisémitisme, islamophobie. En 2 épisodes, on a compris d'où viennent ces haines, comment elles fonctionnent, qui les met en opposition. On a vu que la concurrence entre ces 2 souffrances n'est pas spontanée, elle est entretenue par des discours, des stratégies politiques, des angles morts idéologiques. Cette concurrence arrange beaucoup de monde, sauf, bien entendu, celles et ceux qui la subissent. Alors la question qui demeure, c'est peut-être la plus simple et la plus difficile. Juifs et musulmans peuvent-ils encore s'écouter, trouver ce qui les unit plutôt que ce qui les oppose ? Et si oui, sous quelles conditions, avec quels mots et dans quels espaces ? Cette question donne le vertige, pas vrai ? Elle est l'objet du dernier épisode. Juifs, musulmans, tenir ensemble. Une série documentaire podcast produite et réalisée par Chahut Média, Carole Harari et David Brun-Lambert. Conseiller scientifique, Jonas Pardo.
Avec le soutien du SLR, Service de lutte contre le racisme, du Bureau d'intégration et de la citoyenneté de l'État de Genève et du Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme de l'État de Vaud. Et avec le soutien du service Agenda 21 Ville Durable.